Notre sujet porte sur la fracture du col chirurgical de l'humérus après une chute chez la personne âgée. Donc on va faire un bref rappel sur l'épaule. Donc c'est un complexe articulaire constitué de 5 articulations qui permettent différents mouvements comme l'antépulsion, la rétropulsion, l'abduction, l'adduction, la rotation interne et la rotation externe de l'épaule. Au niveau des lésions osseuses de l'extrémité supérieure de l'humérus, elles sont généralement causées par des accidents de la voie publique, des accidents domestiques, des accidents du sport ou des coups et des blessures volontaires. Donc elles sont fréquentes dans la deuxième partie de la vie, surtout chez les femmes. Le traumatisme d'origine est souvent favorisé par l'ostéoporose de type 1, suite à la ménopause. Les facteurs de consolidation, ils vont varier en fonction de la biologie du patient, donc au niveau de son âge et au niveau de la vascularisation. On retrouve deux mécanismes de production de la fracture. Donc, on peut avoir un traumatisme indirect. Donc là, c'est une chute sur la main en adduction ou en abduction. Ensuite, on peut avoir un traumatisme direct. Donc c'est une chute sur l'épaule. On distingue deux localisations pour ces fractures. Donc on a d'abord la sous-tubérositaire, donc c'est le col chirurgical haut, et la métaphysodiaphysaire, donc là c'est le col chirurgical bas. Donc ces fractures, elles peuvent être engrenées ou non engrenées. Donc la fracture engrenée, c'est celles qui sont les plus fréquentes. Donc il n'y a pas de déplacement, elles sont assez stables. Et on a les fractures non engrenées, c'est lorsqu'il y a un déplacement des différentes parties osseuses. Au niveau de la classification, on va se concentrer sur celle de Neer. Donc elle classe les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus en fonction du nombre de fragments. Donc on a d'abord Neer 1, donc là c'est 2 fragments, une fracture à 2 fragments. Neer 2, c'est une fracture à 3 fragments. Et Neer 3, c'est une fracture à 4 fragments. Au niveau du diagnostic, il est simple, donc c'est la position classique des traumatisés du membre supérieur. Donc on a un patient qui arrive avec une flexion de coude et un maintien de la main du membre lésé avec l'autre main. On observe aussi une impotence fonctionnelle complète du membre supérieur, une douleur située à la racine du membre supérieur et bien sûr une augmentation du volume à la racine du membre. Au niveau des examens complémentaires, on en retrouve 4. Donc il y a d'abord la radiographie, le scanner, l'IRM et l'artériographie. Au niveau des lésions associées, nous avons l'ouverture qui est plus rare, les lésions nerveuses, principalement du nerf circonflexe. Il pourra s'agir soit de neuropraxie, d'axonotmésis ou de neurotmésis. Les lésions vasculaires, principalement l'artère axillaire, il faudra rechercher les signes d'ischémie. Les lésions périostiques qui peuvent amener à un problème de consolidation. Les lésions musculaires, déchirures, contusions ou hématomes. Les lésions fracturaires avec une atteinte du troquin ou une atteinte du trochitaire. Au niveau des complications pour la fracture du col chirurgical de l'humérus, donc il y a des complications qui sont d'abord précoces, telles que l'algodystrophie, qui est une perturbation vasomotrice des artérioles et des capillaires qui se situent dans les os. Elle engendre des douleurs mécaniques, une déminéralisation osseuse et des troubles trophiques osseux. Il peut également y avoir un déplacement secondaire qui est dû à une mauvaise immobilisation. Il peut y avoir un retard de consolidation ou encore des complications septiques post-opératoires. Donc ça, c'est lors d'infection et donc lors de fractures ouvertes ou d'ouvertures chirurgicales. La patiente peut également présenter des complications d'immobilisation telles que la déminéralisation osseuse, la fonte musculaire ou un enraidissement musculaire et articulaire. Il peut également y avoir des escarres, une thrombophlébite qui est rare lors d'atteinte du membre supérieur, un œdème, des complications nerveuses périphériques qui sont dues à des compressions, un syndrome des loges qui est une augmentation des toxines locales qui vont pousser les loges aponevrotiques. Ceci va compresser les tissus de cette loge, va créer une ischémie et va engendrer des séquelles fonctionnelles durables et irréversibles. Enfin, il peut y avoir une atteinte du nerf circonflexe lors de la pose d'ostéosynthèse. Pour les complications tardives, il peut y avoir une nécrose de la tête humérale. Donc celle-là est due aux fractures déplacées à plus de 4 fragments ou alors à une ablation de la tête humérale. Il peut également y avoir un retard de consolidation ou à l'inverse trop de consolidation. Cela s'évalue à 6 mois. Il peut également y avoir des calvicieux, des pseudarthroses,
une arthrose gléno-humérale, des raideurs qui sont fréquentes chez les personnes âgées et chez les personnes qu'on immobilise plus de 3 semaines, une ankylose qui est une diminution de la capacité de mobilisation d'une articulation qui est pourtant physiologiquement mobile, et des descèlements prothétiques. Au niveau des traitements, pour les fractures engrenées peu déplacées, elles sont simplement immobilisées. Après 5 semaines, la rééducation peut être commencée passivement. Après ce délai, en actif, doucement et progressivement. Pour les fractures déplacées, on fera une réduction d'ostéosynthèse qui comporte 2 types. L'ostéosynthèse par fixateur interne et l'ostéosynthèse par fixateur externe. On évitera le plus possible d'avoir recours à une prothèse humérale, sauf dans le cas d'une fracture composée de plus de 4 fragments. Dans ce cas, en plus de la prothèse, on devra fixer le trochiter pour réinsérer le suscapulaire, le sous-scapulaire et le tendon du long biceps. Bonjour Madame Mascagni, comment allez-vous? Ça va bien, j'ai juste encore un peu mal. Je vois ici que vous venez pour une fracture du col chirurgical, donc vous êtes cassé le bras. Comment ça s'est Oui, passé? c'est bien ça. En fait, j'ai glissé sur une marche et je suis tombée dans l'escalier et je ne portais pas mes lunettes à ce moment-là. D'accord. Et on vous a fait des examens après Oui, j'ai dû faire une radio et un scanner. D'accord. Je vais vérifier vos informations personnelles. Donc vous êtes bien âgé de 75 ans? Oui, Vous êtes droitière? oui, c'est bien ça. Une situation familiale, vous avez des enfants, petits-enfants peut-être? Oui, j'ai 2 enfants et 5 petits-enfants qui viennent me rendre visite avec leur mère tous les dimanches. Et mon mari est décédé il y a 1 an. D'accord. Quelle était votre profession? Donc j'étais institutrice primaire et maintenant je suis pensionnée. Ok, du coup, vous avez des centrales d'intérêt, vous occupez vos journées? Je regarde beaucoup la télévision, je jardine et marche beaucoup quand il fait beau. J'aime les mots croisés et je participe régulièrement à un club du 3e âge pour jouer au Scrabble. Ah ouais. Est-ce que vous avez des antécédents médicaux? Oui, je fais de l'hypertension, j'ai de l'ostéoporose, je suis myope et presbyte et je porte un appareil auditif. D'accord. Vous prenez des médicaments actuellement? Oui, je prends du Fluidex, de l'Avlocardil et du Décure. Nous allons faire un récapitulatif de l'anamnèse de Madame Mascagni. Donc c'est une personne à la retraite, âgée de 75 ans, droitière. Elle est dépressive depuis à peu près 1 an, date du décès de son mari. Elle a des antécédents médicaux, donc de l'hypertension artérielle, de l'ostéoporose. Elle souffre de myopie et de presbytie et de troubles de l'audition. Elle suit actuellement une médication, donc du Fluidex, qui est un diurétique, qui provoque comme effet secondaire une élévation de l'uricémie et de la glycémie, des troubles hématologiques, des nausées, des vertiges et des paresthésies. Elle prend également de l'Avlocardil, qui est un bêta-bloquant, qui a comme effet secondaire de la bradycardie, du syndrome de Raynaud, des insomnies, nausées, vomissements, vertiges, hallucinations, paresthésie et troubles de la vision. Elle prend également du Décure pour lutter contre son ostéoporose. Madame Mascagni est venue nous voir en rééducation suite à une fracture du col chirurgical haut de l'humérus non engrainé du bras droit, donc avec un léger déplacement. La raison de la chute, c'est une chute dans l'escalier. Elle a glissé, elle ne portait pas ses lunettes. On peut ajouter comme facteur à risque la prise d'Avlocardil et de Fluidex qui perturbe la vision et l'équilibre. Au niveau de l'examen clinique, à son arrivée à l'hôpital, elle portait son bras en abduction, rotation interne d'épaule et flexion de coude. Elle n'arrivait plus à bouger son membre et elle avait une présence d'une douleur exquise. Elle a passé des examens complémentaires sous forme d'une radiographie et d'un scanner. Au niveau des lésions associées, à cause du déplacement de la fracture, il y a une légère déchirure du sous-épineux. Celle-ci a provoqué une réaction inflammatoire également. Ces doubles lésions ont donc fait une réaction inflammatoire qui a provoqué un œdème à la racine du membre. Comme traitement, comme la fracture était stable, elle a été immobilisée simplement par une écharpe pendant 6 semaines. À l'examen, Mademoiselle Mascagni présente une douleur projetée au niveau du milieu du bras, ainsi qu'une douleur de signe à la palpation et provoquée, en étirement, du sous-épineux. On réalisera donc en début de traitement une périmétrie, suivie d'une goniométrie,
d'un bilan des raideurs et d'un bilan de force musculaire. Le bilan articulaire sert à connaître les possibilités fonctionnelles d'une articulation en étant le plus objectif possible. La mobilisation sera passive et lente. Ces mesures seront faites en début et en fin de traitement à l'aide d'un goniomètre et en les comparant avec le membre sain. On évaluera la qualité de fin de course en mettant en tension des éléments contractiles tels que les muscles et des éléments non contractiles tels que la capsule ou les ligaments. On analysera également les résistances au mouvement. Les différentes causes de la limitation des mouvements articulaires sont le coincement des tissus de l'interligne, une butée osseuse précoce, une tension précoce du système capsulo-ligamentaire et une tension précoce du système musculaire antagoniste. Lors du bilan musculaire, il faudra alors prendre en compte ces amplitudes lors de l'évaluation des muscles. Pour évaluer le muscle, on va commencer par faire la périmétrie, puis observer le relief musculaire. Ensuite, on va réaliser un examen palpatoire pour apprécier la consistance et le tonus de base. Enfin, on cotera la force musculaire allant de 0 à 5.
Les rotateurs internes et externes d'épaule sont cotés 2. Cela correspond à une contraction sans aucune résistance. Les antépulseurs, rétropulseurs, adducteurs, abducteurs de l'épaule sont cotés 3. Cela correspond à une contraction avec une résistance de la pesanteur. Les fléchisseurs, extenseurs du coude sont cotés 4. Cela correspond à une contraction avec résistance sous-maximale. Nous avons testé différents domaines comme la goniométrie, les bilans musculaires et les raideurs musculaires. Nous avons aussi fait le signe du Godet qui était négatif et nous avons aussi évalué le test de Tineki. Donc maintenant nous allons voir les objectifs généraux. Donc le premier c'est éviter les positions vicieuses. Donc à court terme c'est un maintien de la position antalgique, non vicieuse d'immobilisation et une mobilisation des articulations sous-jacentes, donc le coude, le poignet et les doigts. À moyen terme, c'est un maintien d'une bonne position sans attelle et un massage pour décontracturer la région de l'épaule, de la scapula et des cervicales. À long terme, c'est effectuer des activités de la vie journalière sans compensation. En 2, c'est la rééducation musculaire et articulaire du segment. Donc à court terme, c'est récupérer une amplitude fonctionnelle en utilisant la polythérapie et les mobilisations passives, ainsi que l'électrostimulation et l'ultrasonothérapie pour défibroser en assouplissant le collagène. À moyen terme, c'est soulever des charges grâce au renforcement musculaire et on va aussi utiliser les voies de passage de Soyer, donc la voie antérieure et postéro-externe. À long terme, c'est percevoir la position de son membre dans l'espace, donc on va utiliser la proprioception en stimulant les mécanorécepteurs de type 1 et de type 2. En 3, c'est préserver l'activité physique. Donc à court terme, c'est éviter la kinésiophobie. Donc là, on va la faire marcher entre des barres parallèles pour l'aider à retrouver un équilibre. À moyen terme, ce sera gagner de l'assurance et à long terme, ce sera reprendre une activité physique adaptée et régulière.